comment ça fonctionne rapidement, brièvement, c'est très gros comme sujet, mais tu sais, le financement d'une entreprise, j'imagine que, tu sais, est-ce qu'une personne qui a un job stable, qui a quand même un bon cash flow, puis qui a quand même des liquidités, peut ultimement aller acheter une entreprise ou c'est vraiment, tu sais, en termes de liquidité, là, c'est quoi le range des business qui se vendent? Est-ce que tu vois des business passer à 100, 150 000, 200 000 ou c'est toujours des millions? D'après moi, il y a plein de petits... Quelqu'un qui est un travaillant, je pense qu'il pourrait sans doute acheter 5-6 business de ménage à 100 000 la business en très peu de temps en 2023. Là. Mm-hmm. La plupart des business, c'est des bineries. Là. Fait que quelqu'un qui est capable d'acheter plein de petites bineries puis de les consolider, d'après moi, il va faire beaucoup de cash. Fait que tu sais, ça dépend. Puis il y a aussi une grosse portion qui est reliée à la négociation, c'est la balance de prix de vente. Combien le vendeur est prêt à te financer. Puis c'est une façon pour toi d'amortir ton risque aussi. Mm-hmm. Parce que dans le fond, tu rachètes quelqu'un qui est confiant là, de sa business. Oh my God, c'est sûr ça génère tant, c'est sûr ça génère tant. Ah, ben parfait, donc tu n'auras pas de misère à faire un financement sur 2-3 ans. Nous, c'est ce qu'on a fait. Ben, c'est ça. On a acheté une business l'année passée, on a fait une balance de prix de vente. Le gars, on lui a mis des objectifs parce qu'il nous disait, mais là, ça va, parce qu'il avait baissé avec la pandémie en recrutement. Il nous a dit, ça va remonter. On a dit, parfait. Donc, si ça atteint le chiffre, et il continue à travailler pour nous pendant 3 ans, on a un contrat. Tu vas avoir un prix de vente plus élevé. Exactement. Ah, ça, c'est Je pense que c'est le best, là. Ouais. Moi, tu vois, c'est exactement ça que j'avais proposé à mon boomer. Tu l'as-tu racheté ou pas finalement? Non, okay. parce que dans le fond, il voulait vendre à un prix qui avait pas d'allure. Okay. Dans le fond, il avait affiché sa business qui faisait 1,5 million de chiffre d'affaires, puis il voulait 250 000, ce qui met la patente à 0,5 fois les revenus, ce qui fait comme, oh, c'est un bon deal. Mais là, finalement, il y a moitié moins de revenus que ça et moins, puis il veut quand même 250 000. Fait que là, c'est comme, non, man, parce que la réalité, c'est que sa clientèle n'était pas si recurring que ça. C'était pas une clientèle qui était un parfait fit pour moi non plus, parce que là, moi, je vais pas commencer à devenir un avocat de litige du jour au lendemain. Non, man, je suis un gars de commercial, je suis un gars de business, je m'en vais pas plaider en cours, là. Je travaille en bobette chez nous, man. Tu changeras pas ça, là. Tu sais, c'est que, moi, je sers très bien mes clients comme ça, là. Un polo sur le top, puis en jogging en dessous, tu sais. Là, t'es en boxeur. Ah, ben oui, c'est ça. Sur YouTube. Mais non, mais j'ai mis des jeans pour l'occasion. Je l'aime mettre chic pour vous, les gars. Fait que non, c'est ça. C'était quoi la question? Excuse-moi, j'ai perdu le fil un peu. Non, on parlait de prix d'acquisition parce que, tu sais, ça semble un peu, tu sais, acheter une entreprise, mais il y en a qui sont plus accessibles. Tu sais, c'est pas nécessairement des millions là, du jour au lendemain pour acheter une entreprise. C'est ça qui est... Non, ben ça, c'est une game de gros, puis il y en a nécessairement moins à vendre. Puis moi, j'irais vraiment plus, surtout si c'est ta première business ou whatever, j'irais dans un minimiser le risque, là, comme n'importe quoi. Là, parce que toi, tu te dis, oh my God, je vais donner la totale all-in. Puis le monde font souvent ça, là, du gros all-in pour leur projet de start-up. Puis guess what? T'as 95% de chances de faire faillite. Tu veux pas mettre all-in. Faut que tu le vois comme un investisseur. C'est du capital de risque. Tu joues le venture capitaliste là, quand tu fais ça. Là. Tu t'en vas jouer à la table de la bourse, jouer à la table du startup nation. C'est comme... faut que tu mettes une portion de ton capital seulement. Là. Tu mets pas 100%. Tu mets peut-être parce que t'as t'es téméraire ou parce que là je veux pas dire que t'as des couilles en or ou c'est pas une question d'être un gars ou une fille là, mais dans le sens que tu vas pas mettre 50% de ta valeur nette sur un projet qui est risqué de même. C'est quoi? Tu veux mourir? Tu veux mourir d'anxiété parce que tu vas perdre le sommeil, tu sais? Je veux dire, c'est comme l'an dernier avec la faillite de FTX, j'ai perdu 150 000 $. Okay? C'est quand même une somme désagréable à perdre. Mais c'était une portion de mon portfolio, que c'était de l'argent pour tester, avoir du fun, whatever. C'est plate. J'aurais vraiment mieux aimé ça le faire fructifier. Mais FTX a fait faillite. Mais ça m'a-tu empêché de dormir? Fuck all. Parce que c'était de l'argent que j'étais prêt à gamble with. C'est un capital de risque. Fait que quand vous faites un projet d'investissement comme ça, quand vous mettez ce qui est à la hauteur de votre moyen, t'as une valeur nette de 100 000. Bon, ben, vois ce que tu peux faire avec 10 000 $. Ben, avec 10 000 $, ça veut dire que tu es prêt à mettre 10% sur un projet ultra risqué. Mais mettons que tu es prêt à mettre 10%. Tu as 10 000 $. Peut-être la banque, avec 20% de mise de fonds, peut t'en prêter 40. Bon, t'es rendu avec un projet qui peut valoir 50. Mais t'as un vendeur que lui, il veut vendre peut-être à 100, puis il est peut-être prêt à te fournir 50. Fait que peut-être que tu peux aller jouer dans des business qui valent entre 100 et 150 000 de prix de vente, là. Combien tu mettrais pour le reprenariat de ta valeur nette? Est-ce que tu le calcules comme ça ou pas du tout? C'est moins risqué. Fait que là, ça dépend de ton analyse de risque, là. Où est-ce que si, dans le fond, quelqu'un fait du reprenariat parce qu'il est écœuré de sa job,
je mettrais le plus petit montant, je te dirais fais pas ça. Commence par trouver ce que tu aimes dans la vie, puis après ça, fais un projet d'entrepreneuriat ou de reprenariat qui est relié à ça. Mais après ça, je dirais peut-être que si tu es très confiant, tu peux allouer jusqu'à 20-25% de ta valeur nette, mais ça m'apparaît comme déjà très risqué, là. Je veux dire, c'est pas. Je pense que ça dépend de l'analyse du profil de risque. Plus c'est risqué, moins t'en mets. C'est aussi simple que ça. Si c'est comme tu rachètes quelque chose clé en main qui roule déjà, qui a déjà une marge de profit, qui a des états financiers depuis 20 ans, bon, ben là, c'est pas pire que d'investir en bourse. Non, mais toi, on va prendre un exemple très précis, là. On rachète une business d'entretien ménager, ils ont déjà leur liste de clients, il y a encore un contrat qui dure 5 ans. Puis moi, je veux vraiment m'impliquer, je suis moi, ma blonde, puis whatever, tiens, mon cousin, puis les trois, on veut travailler, on veut la racheter ensemble. Est-ce que là, est-ce que ça... Bon, il y a différentes affaires déjà pour analyser, en tout cas, comment moi je réfléchis, là, ma grille d'analyse. Premièrement, c'est quoi les bidas? Je regarde pas, on passera pas de temps là, si la business est pas profitable. T'sais, on s'entend dans une période comme actuellement, à moins que tu aies toi une liste de clients, puis dans le fond. L'autre problématique que je vois dans l'industrie du ménage, c'est la main-d'œuvre. Il y a plus tant de monde que ça là, qui veulent aller faire du ménage dans les bureaux de soir, de fin de semaine, à un salaire ordinaire. Nécessairement, si tu veux du monde, tu vas les payer comme du monde compétitif au marché parce qu'on a une pénurie de main-d'œuvre. Je fais une petite parenthèse, mais ils ont mis le CPPEP, whatever, le comité paritaire de l'entretien ménager. Donc, comme nous, on peut pas les payer plus dans les CHSLD, etc. C'est 19 et 17, je pense. Ouais, mais y a-tu tant de monde? Dans ce cas-là, tu vas avoir un problème de truc. Moi, je trouve on a un problème. Moi, je trouve ça hyper risqué parce que moi, ce qui va arriver, c'est que la journée que tu vas avoir ramassé ton adolescent qui est quand je me cherchais une job. Mais qui est genre excité à l'idée de hey, moi, c'est ma job, man, je veux faire du ménage. Je sais qu'il en existe, puis je respecte ces gens-là, props to you. Mais il doit pas en avoir tant que ça. Non, c'est très difficile. Fait que moi, ce que j'aurais peur d'emblée, c'est qu'est-ce qui arrive la fin de semaine, là, que Jobin call malade parce que ça ne tente pas d'aller torcher des planchers une fin de semaine quand c'est la fin de semaine de brosse au chalet. Ben, c'est toi qui vas aller torcher les planchers. Moi, quand je fais du reprenariat, je me dis pas, je m'en vais m'acheter une job, là, ou autre chose que de l'admin, là, mettons. Fait que, d'emblée, ça, c'est un facteur de risque à considérer. Fait qu'il faut que le prix d'achat implique qu'il y a une ressource humaine fiable, de longue date, qu'il n'y a pas un gros roulement. Dans le fond, je checkerais le turnover rate d'emblée. Après ça, racheter avec 3 actionnaires, je poserais la question, pourquoi? Quel type d'actionnaires seront-ils? Ils vont-ils aller les torcher le plancher? S'il y a quelqu'un qui colle malade? C'est ce type d'actionnaire-là? Après ça, je regarderai les contrats. Ou est-ce que là, je regarderais, y a-t-il un termination without cause? Y a-t-il une résiliation sans cause? C'est beau un contrat de 5 ans, mais si tout ce que tu as donné, c'est un préavis de 30 jours, c'est pas un contrat de 5 ans. Tu comprends? Fait que il y a tout un ensemble de choses qu'il faut que tu fasses dans ta diligence raisonnable pour amortir ton profil de risque. Puis c'est quand tu l'as fait que là, tu peux faire bon. Turnover rate, 50% par année, les chances sont bonnes que tu aies torché des planchers dans ta prochaine année, là. OK? Si le turnover rate est genre 5%, puis c'est ma tante Ginette, puis c'est 3-4 amis de filles qui sont là depuis des années, bon, ben, fort est à parier qu'ils vont juste être contentes que ça continue Aziz. Fait que ça, c'est bon. Fait que tu sais, c'est au cas par cas, là, ça dépend c'est quoi l'industrie, ça dépend, parce que oui, t'es clairement un gars qui a été un poly-entrepreneur, multi-entrepreneur, je sais pas quoi le terme exact, mais tu t'en as fait plein, puis tu sais comment ça marche, tu pourrais probablement le faire marcher, mais il y a des forces à m'amener que tu peux pas, comme solutionner parce que il y a des choses comme la main-d'œuvre dans le cas du ménage, ça va être un problème difficile à régler, là. Puis si tu as vraiment un problème sur lequel tu veux te casser la tête pendant que tu passes la vadrouille le week-end. Ton temps, tu sais, comme mettons Uber et moi avec la business, il y a des tâches qu'on a arrêtées les deux parce que le temps à Uber, il est beaucoup plus valuable en faisant du coding, je sais pas comment on appelle ça en français, de coder, etc., que en coupant des clips pour les sous-titrer. Ouais, c'est ça. C'est aussi ton temps, tu veux pas le mettre. Déléguer, c'est la base, là. Je veux dire, si tu veux réussir en entrepreneuriat, faut que tu mettes ton temps là où il y a le plus de valeur, là. Ouais. C'est comme ça. Moi, c'est très pertinent pour moi ces propos-là parce que je vends mon temps. C'est littéralement ça. Puis c'est quelque chose qui scale pas beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'aime bien flirter avec l'idée de faire des projets comme Argent en or pour trouver des façons de monétiser, des choses qui sont plus un cash flow récurrent, qui nécessitent moins d'investissement que systématiquement mon temps. Mais tu sais, quand tu vends ton temps, mettons, à 350$ de l'heure, ben ça me donne pas grand-chose, là, moi, d'être le gars qui
je sais pas moi, qui va être qui va compter les factures, faire le bookkeeping, là, tu sais, que dans le fond, ça vaut 40$ de l'heure, tu sais. Fait que je suis bien mieux de vendre une heure à un client, puis fait que c'est très pratico-pratique, là. Mais après ça, je sais qu'en entrepreneuriat, on peut pas toujours penser comme ça non plus, là. Mais il faut mettre la main à la pâte pour que ça marche, là, tout simplement. Là,